quand on présentait le jeu et que le responsable de la boîte d'édition jouait avec ses employés pour tester le jeu, c'était lui qui sautait le premier en général, parce qu'en France, toute personne qui a un pouvoir quelconque, on l'élimine parce qu'on sait jamais. On tue son Macron, on tue tout le monde, quoi. Donc le type, il jouait plus. Et du coup, l'éditeur disait non, c'est pas terrible. Il y a des jeux de société qui font réfléchir, d'autres qui font rire, et puis il y a ceux qui transforment une simple soirée entre amis en véritable règlement de compte parfaitement légal. Les loups-garous de Tierce-Lieu, c'est exactement ça. Un jeu où l'on ment à ses proches les yeux dans les yeux. Un jeu où on peut être innocent et mourir quand même. Un jeu où la logique ne suffit pas parce que la peur, l'intuition et la mauvaise foi ont aussi leur mot à dire. Créé au début des années 2000, ce jeu est devenu en quelques années un phénomène culturel joué partout, par tout le monde et décliné sous toutes les formes possibles. Mais derrière les cartes et les règles, il y a surtout une mécanique redoutable, celle du comportement humain. Et c'est précisément là que commence notre histoire. À première vue, les loups-garous de Tierce-Lieu ressemblent à un jeu très simple. Quelques cartes, un meneur, un village fictif et deux camps qui s'opposent. Mais très vite, on comprend que l'essentiel ne se trouve ni dans les règles, ni dans le matériel. Le jeu ne se joue pas sur la table, il se joue dans les têtes. Tout commence toujours par le même rituel. Le village s'endort, les lumières baissent, la nuit tombe, et dans le silence artificiel, certains joueurs ouvrent les yeux. À partir de cet instant précis, la partie bascule. Parce que le doute s'installe immédiatement. Personne ne sait vraiment qui est qui. Et surtout, personne ne peut être sûr de ce qu'il croit savoir. Et quand le jour se lève, le jeu devient une agora improvisée. Les discussions s'enchaînent, les regards s'analysent, les silences deviennent lourds de sens. Une phrase trop longue, un rire nerveux, un regard fuyant, tout peut devenir une preuve. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu ne repose pas uniquement sur la logique. Il repose sur l'humain, sur la capacité à convaincre, à douter, à mentir ou à croire quelqu'un sans réelle certitude. Très vite, des rôles émergent naturellement, indépendamment des cartes. Il y a ceux qui prennent la parole sans qu'on leur demande, ceux qui préfèrent observer et intervenir au bon moment, ceux qui accusent pour se rassurer, et ceux qui se taisent, souvent parce qu'ils ont peur de mal faire. Et sous cette pression collective, chacun laisse échapper quelque chose. Un réflexe, une émotion, une manière de réagir face à l'accusation ou à l'incertitude. Les loups-garous mettent en scène une situation profondément humaine. Un groupe confronté à une menace invisible, obligé de prendre des décisions graves avec des informations partielles. Alors je vous dis, les gens meurent pas vraiment, pour ceux qui connaissent pas trop, ils meurent juste dans le jeu. Et dans ce contexte, la vérité devient fragile. Très souvent, le groupe se trompe, élimine un innocent, il protège un coupable, non pas par bêtise, mais parce que la peur de ne rien faire est parfois plus forte que la peur de se tromper. Et c'est là que le jeu devient presque troublant, parce que ces mécanismes dépassent largement le cadre ludique. Ils rappellent les dynamiques de foule, les procès d'intention et les jugements collectifs. Ce n'est pas frustrant, ce n'est pas injuste, c'est précisément ce qui rend chaque partie mémorable. Car au fond, les loups-garous de Tierce-Lieu ne parlent pas vraiment de monstres. Ils parlent de confiance, de manipulation, d'intuition et de difficulté à décider ensemble quand personne ne détient toute la vérité. Et c'est sans doute pour ça que, bien après la fin de la partie, on continue d'y penser. Parce qu'on se demande pas seulement qui a gagné, on se demande ce qu'on a révélé de soi. Pour comprendre d'où viennent les loups-garous, il faut remonter bien avant leur succès en France, et même bien avant leur existence officielle. En 1986, en Union soviétique, un étudiant nommé Dmitri Davidov invente un jeu appelé Mafia. À l'origine, il ne s'agit pas du tout d'un produit commercial, ni même d'un jeu de société au sens classique du terme. Il n'y a pas de boîte, pas d'éditeur, pas de règles gravées dans le marbre. Mafia est un jeu oral, transmissible, malléable, qui se joue avec presque rien. Le principe circule d'abord dans les universités, puis dans différents cercles sociaux. Chaque groupe adapte les règles et modifie les rôles, change parfois même le thème. Le jeu devient une sorte de langage commun que l'on ajuste selon le contexte et les envies. Dans les années 90, ce concept franchit les frontières. Avec l'essor d'Internet, des versions écrites apparaissent en ligne. Aux États-Unis, le jeu est rebaptisé Werewolf et adopte une thématique plus fantastique. Cette version commence à fixer certains éléments tout en conservant une grande liberté d'interprétation. C'est cette mouvance que découvrent Philippe Despalières et Henri Marly à la fin des années 90. Mais leur démarche n'est pas de reproduire une version existante. Ils identifient surtout le potentiel narratif immense de ce type de jeu. En 2001, lorsqu'ils créent les loups-garous de Tierce-Lieu,
Leur rapport est avant tout artistique. Ils choisissent un cadre médiéval, volontairement intemporel, qui évoque immédiatement la superstition, la peur collective et la vie en communauté. Ils donnent un nom précis au village, une identité géographique réelle, presque banale, ce qui rend l'histoire encore plus crédible. Tiercelieu n'est pas un lieu inventé de toutes pièces, c'est un hameau existant de Seine-et-Marne où vivait Philippe Despalières. Ce détail anecdotique en apparence donne au jeu une texture particulière. On ne joue pas dans un univers abstrait, mais dans un village qui pourrait exister. Autre choix déterminant, la standardisation. Là où Mafia et Werewolf existent sous des dizaines de variantes parfois contradictoires, les loups-garous de Tiercelieu proposent une version claire, structurée et immédiatement jouable. Les règles sont volontairement épurées, mais suffisamment précises pour garantir une expérience cohérente, quel que soit le groupe. Cette formalisation permet au jeu de quitter le cercle des initiés. Il devient transmissible à grande échelle. Il peut être joué en famille, en colonie de vacances, à l'école, à la radio, à la télévision. Le concept n'est plus réservé à ceux qui le connaissent déjà. Et c'est à ce moment-là que le jeu change de statut. Il ne circule plus seulement comme une idée, il devient une œuvre identifiable, signée et reconnaissable. Et même si ses racines sont multiples, parfois débattues, les loups-garous de Tiercelieu s'imposent comme une réinvention à part entière. Pas une simple adaptation, mais une transformation profonde qui va permettre au jeu de s'ancrer durablement dans la culture populaire française, et bien au-delà. Parce que oui, les loups-garous de Tiercelieu, c'est un jeu français. Au début des années 2000, le marché du jeu de société obéit à des règles assez claires. Un bon jeu, c'est un jeu visible, avec du matériel, un plateau, des figurines, et si possible, quelque chose qui brille un peu. Les loups-garous de Tiercelieu arrivent avec exactement tout l'inverse. Des cartes, une voix humaine et beaucoup d'imprévus. Autant dire que les éditeurs ne se bousculent pas. Le jeu est refusé, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est incontrôlable. Impossible de garantir une expérience identique d'une partie à l'autre, impossible de promettre un équilibrage parfait, et surtout impossible d'empêcher les joueurs de s'approprier les règles. Bref, tout ce qu'un éditeur redoute. Plutôt que de lisser le concept, Philippe Despalières fait un choix radical. Ne rien changer, et l'éditer quand même. Il fonde sa propre maison d'édition au nom presque ironique, lui-même. Un message assez clair finalement. Si le jeu doit marcher, ce sera sans filtre. Et contre toute attente, il marche. Mieux que ça, il circule. Pas par des campagnes marketing, mais par le bouche à oreille. Un bouche à oreille très efficace, souvent accompagné de phrases comme « Tu verras, c'est simple » ou « On va juste faire une partie », ce qui est rarement vrai. Tout le monde m'a dit, mais ça marchera pas ton truc, c'est pas possible, il y a trop de règles, etc. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Les gens nous disaient, mais un jeu c'est 2 à 5 joueurs, 2 à 6 joueurs, mais pas de 8 à 18 joueurs. Tu dis n'importe quoi, ben jamais les gens vont se retrouver. Et en fait, on s'est aperçu que si tu peux pas jouer tout le temps, ton désir est encore plus fort. Le jeu s'installe dans les colonies de vacances, les soirées étudiantes, les réunions de famille. Il devient ce jeu qu'on sort quand il y a trop de monde pour faire autre chose. Et surtout, quand on veut créer de l'ambiance. Les récompenses officielles arrivent rapidement. As d'or, Grand Prix du public, une reconnaissance institutionnelle qui contraste avec l'aspect très artisanal du jeu. Mais le vrai tournant, ce n'est pas un prix. C'est le moment où le jeu cesse d'être présenté comme une nouveauté. Il devient une évidence. On ne demande plus « c'est quoi ce jeu ?» On demande « on fait un loup-garou ?» À ce stade, le jeu n'appartient plus vraiment à ses créateurs, il appartient aux joueurs. Chacun a sa version, ses variantes, ses souvenirs, parfois traumatisants, et c'est là toute l'ironie. Le succès du loup-garou repose précisément sur ce que l'industrie jugeait risqué. Son absence de cartes rigides et de plateaux, sa dépendance totale au groupe, sa capacité à dégénérer de façon ludique. Là où d'autres jeux s'usent, celui-ci se régénère. Parce qu'il ne propose pas une mécanique à maîtriser, mais une situation à vivre. Et tant qu'il y aura des gens pour parler, accuser et se défendre maladroitement, le jeu restera pertinent. Sans licence célèbre, sans écran, sans mise à jour nécessaire. Juste une table, des joueurs et un village qui ne s'en sort presque jamais indemne. Lorsqu'un jeu devient un succès commercial, une question finit toujours par surgir. Faut-il y toucher? Et surtout, peut-on y toucher sans tout casser? Dans le cas des loups-garous de Tiercelieu, la question est presque angoissante. Le jeu tient sur un équilibre précaire, fait de règles simples et d'interactions complexes. Ajouter quelque chose, c'est risquer de faire s'effondrer l'ensemble. Et pourtant, les extensions arrivent, progressivement, prudemment, comme si les créateurs avançaient en terrain miné. La première, Nouvelle Lune, ne cherche pas à transformer le jeu, elle se contente de le perturber légèrement. Des événements imprévus modifient temporairement les règles, parfois de façon minime, parfois de manière franchement injuste. Mais cette injustice est assumée. Elle fait partie du récit, puis le village introduit une nouvelle dimension, l'espace. Le village cesse d'être un simple décor imaginaire, il devient un lieu structuré avec des bâtiments, des choix concrets et des conséquences visibles.
Sans devenir un jeu de plateau classique, le jeu gagne en lisibilité et en tension. Avec personnages, le pari est encore plus risqué. Les rôles se multiplient, les capacités se croisent, certains joueurs savent des choses que d'autres ignorent totalement. Et parfois, ils ne savent même pas s'ils sont censés gagner seuls ou avec un camp. Sur le papier, c'est le chaos. Dans les faits, c'est un chaos étonnamment fonctionnel. Parce que ces rôles ne prennent jamais le contrôle de la partie. Ils la parasitent, ils créent du doute, de la confusion, des retournements de situation, mais ils ne remplacent jamais les discussions ni les décisions collectives. Le sommet de cette évolution arrive avec le Pacte, une extension qui regroupe l'ensemble des contenus existants dans une version plus solide, plus cohérente, pensée pour durer. Une sorte de boîte ultime destinée à ceux qui ont déjà accepté une vérité simple. Ce jeu ne sera jamais équilibré, et c'est très bien comme ça. Ce qui distingue ces extensions de beaucoup d'autres, c'est leur caractère optionnel. Rien n'est obligatoire, tout peut être retiré. Le jeu ne dépend jamais de ses ajouts. Cette liberté laissée aux joueurs est fondamentale. Elle permet au jeu de rester vivant, adaptable, transmissible. Chacun construit sa version idéale, son bon dosage de chaos. Et c'est là que réside l'intelligence du design. Les auteurs n'ont jamais cherché à contrôler l'expérience. Ils ont simplement ajouté des outils pour la complexifier. Ils ont compris une chose essentielle. Dans les loups-garous de tierce-lieu, le déséquilibre n'est pas un défaut, c'est une matière première. Et tant que les extensions continuent à nourrir ce désordre ludique, sans l'étouffer, le jeu peut évoluer sans jamais perdre son âme. Ah, le monde des jeux de société. On pourrait croire que tout est innocent. Un plateau, des cartes, quelques jetons et une partie qui finit par des cris de « tuer le loup ». Mais derrière ces rires de villageois accusant à tort leurs voisins se cache parfois un vrai feuilleton juridique et historique. Et les loups-garous n'échappent pas à cette règle. Officiellement, du coup, je vous le disais, le jeu est créé en 2001 par Philippe Despalières et Hervé Marly, deux Français. Mais quand on gratte un peu le vernis des cartes et des rôles, on tombe sur un passé plus complexe qu'un vote nocturne où personne n'écoute jamais vraiment les arguments des autres. Car la genèse du concept remonte en réalité à l'Union soviétique en 1986 avec la création de Mafia par Dimitri Davidov. Ensuite, si on fait un petit récap, le concept traverse l'Atlantique et devient Werewolf aux États-Unis en 1997 grâce à Andrew Plotkin. Là encore, pas de village de tierce-lieu, mais un simple jeu de rôle à identité cachée où l'on suspecte mutuellement, le tout sur internet. C'est ce fil conducteur qui inspire Philippe Despalières et Hervé Marly, qui ajoute le cadre français, les rôles pittoresques, les illustrations charmantes et ce petit grain de folie qui transforme un simple vote en drame théâtral. Mais évidemment, dès que l'on revendique une inspiration libre, certains se mettent à fouiller dans les archives. Dimitri Davidov, le créateur de Mafia, n'a pas tardé à corriger ce qu'il considère comme une approximation. Le jeu n'a jamais été un jeu oral traditionnel, et n'a pas été transmis de génération en génération dans les villages soviétiques. Non, Davidov a conçu Mafia comme un jeu académique et personnel, et il précise que toute affirmation contraire relève de la légende urbaine. En gros, non, vous ne pouvez pas accuser votre voisin parce qu'il a inventé Mafia dans les années 30, désolé. Cette controverse a rapidement enflammé les forums et les sites spécialisés. Certains joueurs et critiques ont commencé à questionner la paternité exacte. Les Français ont-ils vraiment réinventé le concept, ou s'agissait-il simplement d'un habillage thématique autour d'un mécanisme déjà existant ? D'autres défendent ardemment Palières et Marly, en arguant que les loups-garous de tierce-lieu n'est pas un simple clone. Il a une identité propre, des extensions ingénieuses, et surtout, il a su captiver un public immense, ce qui est loin d'être négligeable dans le monde impitoyable des jeux de société. Et comme dans une partie typique, chacun campe sur ses positions, certains accusent, d'autres défendent, et la vérité se retrouve souvent enterrée sous des tonnes de témoignages et de discussions passionnées. On pourrait presque dire que le vrai jeu des loups-garous, dans ce contexte, se joue en dehors des cartes, dans les forums et dans les interviews, où chaque accusation et chaque clarification deviennent des coups de théâtre à part entière. Alors que retenir de tout ça ? Que même quand on croit jouer à un simple jeu de société, l'histoire derrière peut être pleine de rebondissements et de tensions dramatiques. Et comme toujours, certains loups-garous se cachent là où on les attend le moins dans les interprétations historiques, les interviews et les débats en ligne. En conclusion, ce chapitre nous rappelle une règle essentielle. Même derrière un jeu de villageois accusant à tort son voisin, il y a un vrai labyrinthe d'influence, de droits et de discussions passionnées. Et comme toujours, ceux qui pensent connaître la vérité se font parfois dévorer par l'histoire elle-même. Si vous pensiez que les loups-garous de tierce-lieu se résumaient à des cartes, des jetons et des cris hystériques de villageois accusant leur meilleur ami d'être un loup-garou, détrompez-vous.
Depuis ses débuts en 2001, le jeu a réussi un parcours digne d'une transformation. Un humble village français est devenu un véritable empire médiatique, envahissant les écrans tactiles, les pages de romans et même le grand écran. Alors commençons par la télé. En octobre 2024, Canal+ diffuse la première saison de Loup-garou, une émission où des célébrités ou personnages random incarnent des villageois, ou des loups-garous. Le spectacle transforme un simple vote en drame télévisé. Alliance secrète, bluff spectaculaire et parfois une crise de larmes sur le plateau. Tout ça sans que personne ne se fasse réellement dévorer. Merci la télé, merci le maquillage. Et tout ça mis en scène par Fary et Panayotis Pasco, pour une petite touche d'humour très sympathique, puis la narration de Mr V rend la série géniale. Alors vous l'aurez compris, je suis pas du tout objectif sur ce programme. Il y a eu aussi des adaptations numériques. Le jeu a rapidement trouvé son public en ligne avec Loup-garou en ligne, une version officielle qui permet aux villageois du monde entier de se suspecter mutuellement sans quitter leur canapé. Pratique pour ceux qui ont peur des confrontations en réel. Entre 2018 et 2020, la plateforme Wolfie a explosé en popularité, notamment pendant les confinements. De 200 000 inscrits en mars 2020 à plus d'1 700 000 en novembre de la même année, une croissance qui fera pâlir n'importe quelle start-up tech. Et qui prouve une chose, même les loups-garous ont su s'adapter au télétravail. Côté jeux vidéo officiels et non officiels, Ubisoft a mis son grain de sel avec Werewolves, un jeu en réalité virtuelle permettant de jouer à se méfier de ses voisins avec casque sur la tête. Autant dire que soupçonner votre collègue après l'avoir mangé devient beaucoup plus immersif et traumatisant. D'autres adaptations indépendantes, comme Agroo sur Steam, reprennent le concept de l'expérience solo ou multijoueur, plus stratégique, où le hasard se mêle à la psychologie humaine, ou, pour les plus cyniques, à votre talent pour la manipulation. Mais les loups-garous ne se sont pas arrêtés aux pixels. Ils ont envahi la littérature. En 2014, le manga japonais Hunt, le jeu du loup-garou transpose le village et ses rôles dans un univers graphique combinant drame adolescent et complot nocturne. Preuve que même les mangas ont besoin de jalousie et de trahison pour avancer. Quelques années plus tard, en 2018, le roman junior Lune Rousse raconte une intrigue dans le même univers, offrant aux jeunes lecteurs la joie de soupçonner leurs camarades sans risquer de perdre un doigt dans une évasion nocturne. En 2023, le livre-jeu Escape Game Loup-garou de Tierce-Lieu, enquête au village, mélange énigmes et rôle, prouvant que le concept peut même survivre à l'épreuve du papier avec des récompenses littéraires à la clé. Et si vous pensiez que les loups-garous allaient s'arrêter là, détrompez-vous. Le cinéma s'en mêle aussi. En 2024, Netflix diffuse le film Loup-garou, dirigé par Céleste Balin et coécrit par François Uzan. Mêlant le jeu de cartes original à un univers narratif plus large. Tourné en République tchèque, le film transforme les discussions autour des cartes en intrigues dramatiques, où chaque regard soupçonneux et chaque accusation devient un véritable art dramatique. Enfin, la popularité du jeu a même franchi les frontières culturelles. En Chine, le jeu, sous le nom de Langrécha, a donné lieu à des émissions télé massives et à des variantes locales avec des dizaines de rôles différents. Entre rire, trahison et stratégie nocturne, le village chinois prouve une chose. Peu importe la langue, la culture ou le fuseau horaire, les humains aiment accuser leurs voisins, surtout quand un loup-garou se cache dans le lot. Bref, ce qui a commencé comme un jeu de cartes humblement français est devenu un véritable phénomène multimédia capable de conquérir les écrans, les bibliothèques et même le streaming mondial. Et si vous pensiez que vous aviez échappé au loup-garou dans votre salon, sachez qu'ils vous attendent désormais dans vos tablettes, vos livres, vos séries et vos films. À croire que dans ce village-là, personne n'est jamais vraiment en sécurité.